Glitch Publishing présente Des images qui bougent, un podcast de Seb Jancourt. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Glitch Publishing, dans Des images qui bougent. Je suis Seb Jancourt et aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous conseiller 10 films formidables, 10 films qui appartiennent à ma liste ultime et stupide des 197 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Et aujourd'hui je vous présente de la place 99 jusqu'à la place 90. Ça veut dire qu'on a basculé dans le top 100 de mon top 197. Du coup, on est vraiment dans la crème de la crème de toute l'histoire du cinéma. Donc, du coup, c'est des films qui s'échelonnent entre les années 70 et maintenant, hein. Donc, du coup, évidemment, il y a du choix. Souvent, on est complètement perdu sur les plateformes pour choisir quoi regarder. Et du coup, je suis là pour vous aider en vous rappelant qu'il y a des films super qui existent et en vous donnant peut-être envie de les regarder ce soir. C'est le mois de novembre là aujourd'hui et clairement c'est pas particulièrement sympa d'être dehors. Du coup, c'est le temps idéal pour se mater un film. Donc, à la place 99, un film de super-héros, on va dire, qui date d'une époque où il n'y avait pas de film de super-héros pratiquement. C'est un film de 2000. C'est un film qui se passe aux États-Unis et qui prend comme personnage principal un type tout à fait normal, en tout cas en apparence tout à fait normal, qui a une vie très rangée, qui est même peut-être un peu casanier et qui va se découvrir un destin exceptionnel. C'est un film que moi j'ai beaucoup aimé. C'est un film d'un réalisateur qui est connu pour ses dénouements surprises. Ça vous dit quelque chose? Je vous parle de réalisateur. Vous avez trouvé, je parle de M. Night Shyamalan. Alors, vous avez trouvé le titre du film. Le film s'appelle Incassable. Ce film formidable avec Bruce Willis, où Bruce Willis est vraiment au top de sa forme, au top de sa gloire, où il incarne ce père de famille un peu timoré qui découvre qu'il est visiblement immortel. Il survit à un accident colossal, il est le seul survivant, et avec le regard de son fils émerveillé, il va devenir probablement une sorte de super-héros. C'est un film extrêmement émouvant, je trouve. Il y a une scène fantastique où les parents et l'enfant se confrontent et où le fils menace d'une arme son père et va lui tirer dessus pour lui prouver qu'il est immortel. Bon, c'est terrible hein, comme situation, évidemment. Du coup, je vous le recommande chaudement. C'est le film numéro 99. Là, c'est quand même dingue. Déjà 25 ans. Il y a peut-être des chances pour que vous ne l'ayez jamais vu. Il appartient maintenant à une trilogie, mais qui a été faite un peu de bric et de broc de mon point de vue. Moi, je pense qu'il vaut mieux le regarder comme un film self-contained en tant que tel. Donc, c'était 99. On passe maintenant à 98. En 98, un film de 2010, un film extrêmement noir, extrêmement sombre, mystérieux, quasiment fantastique, mais c'est un drame. C'est un drame qui se passe à New York, dans le milieu de la danse classique. Ça vous dit quelque chose? Réfléchissez bien. Un film avec une actrice qui, à l'époque, est pareil, au top de sa gloire, de sa reconnaissance publique. Elle est, à l'époque, elle doit avoir une petite trentaine d'années. Je vous parle de Nathalie Portman. Allez, un film où Nathalie Portman danse, évidemment, c'est Black Swan. Black Swan de Darren Aronofsky, qui est un film extrêmement troublant sur la santé mentale d'une danseuse jouée donc par Nathalie Portman et qui s'éprend visiblement, ou en tout cas devient fasciné par Mila Kunis, qui est l'autre danseuse de cette compagnie. Vincent Cassel, en tant que maître de ballet, plus que complexe et manipulateur. C'est un film formidable. Bon, par contre, un film à regarder un jour où on a plutôt le moral, parce que c'est quand même un drame extrêmement sombre, hein, mais c'est un film magnifique et je vous le recommande chaudement. J'ai peut-être l'antidote justement à Black Swan en 97, un film
que j'ai vu de nombreuses fois, qui est extrêmement joyeux et pourtant qui se passe dans des conditions violentes. C'est un film qui date de 1999, donc il y a 26 ans, et qui raconte une aventure qui se passe pendant une guerre oubliée maintenant, qui est la première guerre du Golfe, ou la deuxième, oh, je ne sais plus, la première il me semble, celle de Saddam Hussein. Un groupe hétéroclite de soldats qui découvrent un trésor, ça vous dit quelque chose? C'est un film de David O. Russell avec George Clooney, Mark Wahlberg et Ice Cube. Je vous parle des Rois du désert, qui est vraiment un film formidable, un film d'action extrêmement bien réglé, avec du suspense et beaucoup de rigolade. Pour moi, c'est vraiment le réglage parfait action-aventure. On est à la fois capté par le suspense et l'action qui se déroule à l'écran, mais aussi charmé par l'esprit dont font preuve les personnages et la camaraderie qui anime ce groupe-là. Moi, c'est vraiment le modèle des films que j'aime le plus, je pense. Et je le réalise en vous le disant, et c'est ce que j'essaye, moi, de raconter dans mes histoires, d'ailleurs. Des groupes comme ça, de vauriens qui font des choses formidables tout en étant potes et en apprenant à devenir potes. Et du coup, c'était Les Rois du désert, ce film magnifique de 1999, extrêmement rigolo, et qui parle de cette guerre sous un angle un peu différent, justement, de ce qu'on avait vu jusqu'à présent, puisqu'il me semble qu'il n'y a pas eu énormément de films faits sur cette guerre-là, sur la première guerre du Golfe. Il me semble que Jarhead est sur la seconde. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, en tout cas, Les Rois du désert, c'est vraiment un super film. Je change, je passe du Coca Light, comme j'aime bien dire, pour un drame terrible, à la violence foudroyante et au suspense énorme. Un film de 1993 avec un acteur formidable qui est pareil à l'époque, je pense, au fait de sa gloire. Un type qu'on aura vu pendant de nombreuses décennies. C'est vraiment, je pense, clairement ce qu'on appelle une star d'Hollywood, au sens propre du terme, c'est-à-dire à l'époque où il y avait vraiment des stars. Euh, je vous parle donc d'un film de 1993 avec Michael Douglas. Un type ordinaire, frustré. Vous vous rappelez un gars bloqué dans un bouchon dans sa vieille voiture déglinguée? Ça vous revient? Je vous parle de Chute libre, évidemment. Ce film formidable sur un type qui décide de se faire justice et qui essaye de traverser Los Angeles, un Los Angeles qui qui le révulse, qu'il déteste, un Los Angeles où il fait chaud, où tout est poisseux, où personne n'est poli de son point de vue, où rien ne fonctionne comme il faut. Et comme il est résolu à faire usage de la violence, il va être capable de s'emparer d'armes de certaines personnes, de faire peut-être ce qui passe par la tête de beaucoup de gens dans ces situations de stress urbain. Donc Chute libre, c'est un film vraiment formidable, mais clairement l'incarnation même de cette catégorie de films qui maintenant moi me fatigue beaucoup, c'est homme blanc d'âge moyen en colère. Vous voyez? Il y en a des millions de films comme ça, là, l'homme blanc qui se fait justice. Celui-là, c'était vraiment un film très réussi et que j'aime beaucoup. On passe au film à la place numéro 95, un film comment dire, beaucoup plus sombre encore que Chute libre. Moi, je dirais même un film assez toxique, hein, clairement à ne pas mettre devant toutes les pupilles. Un film qui, moi, m'a impressionné beaucoup quand je l'ai vu. C'est un film de 2011. J'y suis allé avec des copains, on en est ressorti remué. Mais par contre, c'est un film vraiment formidable. Et c'est un film qui a participé, de mon point de vue, c'est le film qui a redonné à Matthew McConaughey sa seconde carrière. Et pourtant, c'est pas un film qui a énormément cartonné, mais par contre qui a démontré de quel talent il était capable. Ce gars assez formidable. Moi, j'ai toujours été fan de lui. Hein, donc, c'est un film de 2011, donc,
de William Friedkin. Le William Friedkin. William Friedkin, qui c'est une sorte de comeback. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de film au moment où il sort Killer Joe. Donc je vous parle du film Killer Joe. Lorsqu'une dette met la vie d'un jeune homme en danger, il cherche à faire assassiner sa mère afin de toucher l'assurance vie. Voilà, et il fait appel à Killer Joe. Et Killer Joe, c'est une sorte de, d'agent démoniaque. C'est vraiment formidable. Et McConaughey, donc, ne joue pas les beaux gosses dans ce film-là, loin s'en faut. Et c'est un film formidable. Alors, par contre, moi, je l'ai vu qu'une seule fois. C'est vraiment, il se passe des trucs choquants dans ce film-là. C'est pourtant pas un film d'horreur, mais c'est un film horrifique quand même. Killer Joe, super film de William Friedkin de 2011. Si vous avez envie de faire soirée, on vit un truc exceptionnel. C'est le film parfait. On arrive à la moitié de cette liste avec le film numéro 94, un film qui a une place vraiment spéciale dans mon cœur. Vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai des affiches de ce film dans mon salon, là, dans cette direction-là en particulier. C'est vraiment un film formidable. C'est une comédie d'une richesse absolue, d'une qualité absolue. C'est un film de 1998 réalisé par deux frères. C'est un film américain. C'est un film dont le rôle principal est tenu par Jeff Bridges. Vous avez percuté, évidemment. Je vous parle de The Big Lebowski. The Big Lebowski qui, non content d'être un film formidable qui a fait rire des millions et des millions de gens, est devenu, en tant que tel, une sorte de concept. J'ai été plusieurs fois dans une boutique qui s'appelle The Big Lebowski à New York, tenue par un gars qui lui ressemble, qui est en robe de chambre et qui vend des objets cool. L'autre jour, je regardais une chaîne YouTube qui s'appelle The Big Lebowski, qui parle de cinéma, je crois, quelque chose comme ça. The Big Lebowski, c'est une sorte d'archétype du mec cool qui se prend pas la tête, que les frères Cohen ont mis sur pellicule et qui maintenant vit parmi nous complètement. C'est vraiment un film d'une poésie totale. Et Jeff Bridges, je pense, a atteint le stade de quasi dieu vivant en tournant dans ce film-là. En tout cas, il a le statut de dieu vivant pour moi. Grâce au Big Lebowski. C'est le film parfait pour passer une super soirée, un soir où justement on n'a pas trop de morale. Vraiment, là, c'est formidable. Vous connaissez le principe du film? Peut-être que vous ne l'avez pas vu parce que c'est un très vieux film. Le duc Lebowski, pris, dans la version française ils disent le duc, mais c'est The Dude en anglais, pris pour un millionnaire répondant également au nom de Lebowski, cherche à obtenir restitution de son tapis détruit et demande à ses amis de jouer au bowling. En gros, il porte le même nom qu'un mec riche. Quelqu'un essaye de lui extorquer de l'argent. Les gars, pour faire pression sur lui, évidemment les méchants sont stupides, comme tous les méchants, pissent sur son tapis. Et donc, le dude décide de se faire rembourser ce tapis. De toute façon, il n'a pas une thune. C'est vraiment extra. Et je pense que les frères Cohen, là, ils sont au meilleur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand ils sont séparés, quand ils font leurs films séparément, ils sont moins bons que quand ils sont tous les deux, je trouve. Donc voilà, c'était The Big Lebowski. Je passe à nouveau à une comédie. C'est chouette de rigoler, hein. Moi, j'adore ça. Et il n'y a pas que des mauvaises comédies, il y en a aussi des bonnes. Et là, je vous parle d'un film de 2009, d'un film de zombies de 2009. Alors, des films de zombies, il y en a vraiment de quoi remplir des stades entiers, hein. Mais celui-là date d'une époque où le sujet n'était pas encore complètement saturé et tout n'avait pas encore été dit. Et surtout, on fait une exploitation sous l'angle de la comédie avec une très belle distribution. C'est un film de Ruben Fleischer, qui est un faiseur. Moi, je connais pas ce gars-là en dehors de ce film-là, avec Jesse Eisenberg, Emma Stone et Woody Harrelson. Bon, vous avez percuté là. Je vous parle de Bienvenue à Zombieland, qui est un film extrêmement marrant.
qui détourne les codes qui est, je dirais, postmoderne, puisqu'il établit des codes à partir du standard des zombies, et qui est un film très très marrant, que moi j'ai beaucoup aimé à l'époque. Du coup, je vous recommande pas les suites, par contre, mais celui-là, il est vraiment super. Du coup, on arrive maintenant à la 92e place pour un film. Alors là, on n'est pas dans la comédie du tout. On est, j'irais, dans le cinéma d'art. En tout cas, de mon point de vue, c'est un film de 2015, un film allemand en noir et blanc de Sebastian Schipper. Je ne pense pas que ça vous aide beaucoup comme indice de vous donner le nom du réalisateur. Je vais vous donner le nom des acteurs, mais pareil, ça vous aidera pas beaucoup. Lala Costa, Frédéric Lowe et Franz Rogowski. Je vous parle d'un film tourné en un seul plan séquence. Ça veut dire que il n'y a pas de montage. Le film, il est filmé en une seule fois. C'est une sorte de miracle. Ils ont fait d'ailleurs, je crois, 3 prises avant de réussir à faire celle-ci. Évidemment, c'est des semaines de répétition pour être raccord, être prêt. C'est un film d'action intense qui se passe à Berlin. Je vous parle de Victoria. Ce film, il est vraiment exceptionnel. Peu de gens l'ont vu parce c'est un petit film allemand avec une petite distribution. Mais c'est un film formidable, déjà en tant que tel. C'est-à-dire que c'est un film formidable, même sans parler du tour de force que c'est de l'avoir réalisé en une seule prise. C'est l'histoire d'une touriste espagnole, une jeune femme espagnole qui vient d'aménager à Berlin, réalise que son flirt avec un Berlinois prend une tournure potentiellement dangereuse lorsque leur virée entre amis révèle un dangereux secret. Et voilà, en gros, c'est un peu dans la tradition de ce film de Scorsese, After Hours. Cette soirée, elle n'en finit pas. On est happé par ce qui s'y passe. Elle n'a pas le choix. Elle doit avancer si elle veut survivre. Et le film est vraiment formidable. Et c'est évidemment un film comme ça avec du suspense. Quand on est en plan séquence du début à la fin, on est complètement happé par l'action. Et du coup, c'est une expérience extrêmement intense. Je vous le recommande beaucoup. C'est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma. Clairement, c'est dans les meilleurs films des années 2010, clairement, quoi. Et je vous avais dit, cette liste, elle est faite de chefs-d'œuvre. Là, je vais vous parler d'un film de 2000 qui a marqué les esprits encore aujourd'hui et qui est un film formidable. Moi, qui m'a marqué et qui a modifié ma façon de penser les histoires et clairement qui a une influence pour moi très forte. Donc c'est un film de 2000 de Christopher Nolan. Alors rappelez, vous connaissez tous Christopher Nolan. Un film de 2000, bah, c'est évidemment le début de sa carrière. Je vous parle de Memento. Ce film monté à l'envers, dont Guy Pearce joue le personnage principal, de ce type qui n'a plus de mémoire et qui est couvert de tatouages, de souvenirs qu'il a voulu enregistrer, qui est manipulé par les gens qui savent qu'il a perdu la mémoire et tout ça. Un film formidable. D'ailleurs, j'en profite. Si vous avez mis la main et conservé, contrairement à moi, le fichier digital de l'édition chronologique du film, il y a une édition qui existe, mais je l'ai perdu et j'aimerais bien le revoir, ce film, monté dans le sens chronologique. Si vous l'avez, je suis preneur parce que c'est un bonus qui est sorti, je crois, une fois en DVD il y a très longtemps et qui n'a jamais été republié après. Donc si vous avez ça, je suis preneur. Faites-moi un DM et j'aimerais bien le voir dans l'ordre chronologique. Memento, c'est un film génial hein, avec Guy Pearce, Carrie-Anne Moss et Joe Pantoliano. Et enfin, dernier de ce classement, alors, vous pouvez vous moquer de moi. Peut-être que... Mais j'assume, moi c'est vraiment un film qui m'a fait une grande impression quand je l'ai vu. Et c'est le hasard après du listing qui le met dans cette position de 90e, 90e position. Un film d'action grand public, extrêmement réussi. Moi j'ai vraiment trouvé que c'était un super film et qui m'a permis de découvrir une actrice que j'ai trouvée géniale et qui maintenant a une très belle carrière.
Son nom de famille c'est Ferguson. Je vais rajouter son prénom, désolé, je l'ai pas dans mes notes, c'est stupide de ma part. C'est un film avec Tom Cruise. Bon, du coup, vous avez pigé. Je vous parle de Mission Impossible Fallout, donc un film de 2018 qui, de mon point de vue, est vraiment le Mission Impossible le plus réussi de toute cette série, où le réglage a été vraiment parfaitement fait entre intrigue, espionnage, action, mystère, intrigue romantique. Vraiment, le film est vraiment très très bien fait. Et du coup, Mission Impossible Fallout conclut cette liste de 10 films pour des images qui bougent et son classement des 197 meilleurs films de l'histoire du cinéma. J'espère que un de ces films vous aura branché et que vous aurez de quoi décider ce soir ou demain ou cet après-midi de quoi regarder tout seul ou en famille ou à plusieurs entre amis un bon film. Évidemment, ce podcast, c'est à ça qui sert. Moi, j'ai grand plaisir de repasser par mes souvenirs de visionnage de films, hein, puisque évidemment, tout ce que je présente, c'est des choses que j'ai vues et que j'ai adorées. Mais c'est aussi dans l'idée de partager ces plaisirs de visionnage qu'on avait à l'époque où les gens allaient au cinéma ensemble et en parlaient ensemble. Bon, mais ça, c'est un truc qui a un peu disparu, en tout cas, qui a disparu un peu de ma life. Donc du coup, je vous partage ça via YouTube. Si vous êtes arrivé là, merci beaucoup pour votre attention. Un petit like, c'est cool. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Lancez, vous avez vu sur Glitch Publishing, la chaîne YouTube, il y a plein de formats différents. Donc baladez-vous sur la chaîne, vous trouverez certainement quelque chose de cool. Et si vous ne connaissez pas Cœur Galactique, ma série de science-fiction, eh bien, passez un moment à l'écouter, les yeux fermés, allongés dans votre canapé, vous passerez un bon moment. Allez, salut, c'était Sam Jonkou pour Glitch Publishing. Bye bye, ciao.